Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Bonne et heureuse année à tous en espérant que vous avez été gâtés pour Noël et en formulant le vœu pieux que la nationale puisse se qualifier pour le mondial. Nous vous présentons aujourd'hui notre traditionnel bilan de mi-saison avec Aristide, Feli et Roland. Messieurs, bonne année. Hello et bonne année. Merci également. Bonne année à tout le monde. Eh ben merci à vous et Aristide va nous récapituler ce qui s'est passé depuis la rentrée. Eh bien, pas mal de choses, puisqu'on est quand même deuxième, le Milan est quand même deuxième du championnat avec 35 points, c'est-à-dire à un point seulement de l'Inter, sachant qu'il y a 3-4 équipes qui se tiennent en 2 points, donc un championnat très ouvert en Serie A. On a un bilan au total sur 16 matchs de 10 victoires, 5 nuls et une seule défaite arrivée lors de la première journée contre Cremonese, donc promu. En termes d'autres compétitions, on est un peu plus en difficulté. C'est même terminé, hein, pour être tout à fait exact, puisqu'on a été éliminé en huitième de finale par la Lazio, 1-0, sur un match où on a été dominé de A à Z, où on a fait quand même un non-match. Et enfin, en Supercopa, on a également été éliminé très tôt, puisqu'on a été éliminé en demi-finale par Naples, 2-0, pareil, sans appel, match où on a été complètement dominé par l'équipe napolitaine. Ce qui est paradoxal du coup avec ce Milan, c'est que finalement, on a une seule défaite contre Cremonese, comme je disais un peu plus tôt. On a pris seulement 2 points sur 9 contre des promus, puisqu'on a fait match nul contre Pise et Sassuolo. Par contre, contre les gros, on a quasiment tout le temps gagné, puisqu'on a fait des victoires face au Napoli, à la Fiorentina, à l'Inter aussi. On a gagné en effet le derby de la Madonnina. On a gagné contre la Lazio, Bologne, la Roma, et on a fait nul face à l'Atalanta et la Juve. Donc un Milan très fort face aux gros et un peu plus en difficulté face aux petits. En termes de statistiques, on retrouve un peu les points forts et les points faibles des dernières saisons. On a en meilleur buteur Pulisic avec 8 buts, qui est deuxième du championnat derrière Lautaro Martinez qui a seulement un but de plus, du coup 9. Et puis en deuxième buteur, de notre côté, on a Leao à 5 buts. En meilleur passeur, c'est là où, et je reviendrai peut-être plus tard dans un second tour sur l'analyse globale de l'équipe, on a très peu d'actions construites, hein, puisque notre meilleur passeur finalement c'est Pulisic avec seulement 2 passes décisives. Donc on a pas mal de buts qui se font sur des exploits personnels notamment. Voilà pour ce bilan de mi-saison. Alors Feli, as-tu bien profité de ces 4 premiers mois milanistes? Écoute, j'ai passé 4 bons premiers mois puisque mine de rien, on est deuxième à un point du premier et quoi qu'on en dise, ça reste quand même un résultat qui est, alors je sais pas si on peut dire surprenant parce que mine de rien, avec Allegri, on est quand même sûr d'une garantie de nombre de points. Mais quand même, quand on regarde, à cette même date à laquelle on enregistre aujourd'hui, l'année dernière, on avait viré Paulo Fonseca, qui avait, je crois, une dizaine de points que moins qu'actuellement. Donc on peut se dire honnêtement qu'on a passé une bonne première partie de saison. Il y a encore plein de choses à redire, évidemment, dans le jeu, et je suis sûr que Roland et Aristide pourront en parler. Mais mine de rien, être deuxième maintenant, je pense que tout le monde aurait signé en été. Et puis je rajouterai quelque chose aux statistiques qu'a dit Aristide, c'est que même quand on regarde dans les statistiques avancées, que moi j'aime bien un peu regarder parce que souvent ça indique si l'équipe est en surperformance ou pas. Et nous, on n'est pas du tout en surperformance. On est complètement à notre place, c'est-à-dire deuxième, puisque on est aussi la deuxième meilleure attaque d'Italie. Et ça, faut le dire aussi, parce qu'on peut critiquer le jeu, mais mine de rien, on est la deuxième meilleure attaque. Ça peut aussi dire des choses sur le championnat, bien sûr. On n'est pas la deuxième meilleure défense dans les faits, mais en statistiques avancées, on est la deuxième meilleure défense. Donc ça veut dire que on est la deuxième équipe qui subit le moins d'occasions, quand on regarde un peu dans les statistiques. Par exemple, la Roma est en surperformance totale là-dessus, puisqu'elle a subi 10 buts de moins ce qu'elle aurait dû subir, notamment entre le gardien Sfilar, qui est pour moi le meilleur gardien de Serie A, et aussi forcément peut-être le manque de réussite des attaquants qui ont joué face à cette équipe-là. Ce qui signifie, si bien sûr ça reste ainsi, que la Roma devrait décliner un peu en deuxième partie de saison, tandis que nous, par exemple, si on reste sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est sur nos standards. On pourra parler aussi des prédictions pour la suite de la saison, mais pour l'instant, moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont détracteurs de Allegri. Au contraire, je pense que il fait ce qu'il est venu faire, en fait, ce pourquoi on l'a recruté. C'est-à-dire qu'il a remis en ordre l'équipe, un peu comme j'en avais parlé aussi, un peu comme ce qu'a fait Ranieri l'année dernière avec la Roma, justement, où il avait remis un peu en ordre cette équipe qui était complètement perdue, qui avait plus de repères, qui savait plus où jouer, avec des joueurs pas forcément mis dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on a un système très simple, on peut même dire simpliste, mais qui met nos joueurs dans des positions où ils sont plus à l'aise. On pourra y revenir après dans les cas individuels, mais moi je pense typiquement à la défense.
pour moi, tous nos défenseurs individuellement sont assez moyens. Gabia, Tomori, Pavlovic. Mais dans ce système, ils se retrouvent tous à être mis dans leur position préférentielle, où leurs qualités sont mises en avant. Gabia sur l'anticipation, Tomori et Pavlovic plutôt sur le 1 contre 1, Pavlovic même sur les montées, qu'il a l'occasion de faire, notamment avec la Serbie aussi, donc ça ne m'étonne pas non plus. Je pense aussi à Saelemaekers aussi, qui a été mis dans de meilleures dispositions aussi, puisque c'est son rôle préférentiel, celui de piston. Voilà, donc on pourra parler aussi du milieu de terrain, mais voilà, globalement, Allegri pour moi est venu faire ce qu'il fait actuellement, et il le fait bien. Et pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Eh ben, donnons la parole à Roland, dont je crois c'est la première depuis le départ de Théo Hernandez. Roland, as-tu vibré lors de ces 4 premiers mois? Vibrer, non, pas vibrer parce que j'ai vu du beau football. On le savait à partir du moment où on prenait Allegri, mais il faut savoir raison garder et je pense que on a sous-estimé. Alors quand je dis on, que ce soit les médias, les supporters ou les gens qui suivent un peu le foot italien, je pense qu'on a sous-estimé l'état du collectif de l'AC Milan la saison dernière, à la fin de la saison dernière, y compris dans ses liens avec la direction du club. Je pense il y avait un vrai déclin à tous les niveaux. C'était absolument pas un groupe soudé, uni, un collectif qui tirait dans le même sens. Et fatalement, quand on est dans une situation comme celle-ci, où en plus on est dans l'obligation de retrouver la Ligue des Champions, bah, ça passe par le recrutement d'un entraîneur comme Allegri. Et Dieu sait que c'est un entraîneur que je ne porte pas dans mon cœur, notamment en termes de style personnel, que ce soit ses conférences de presse qui sont souvent assez lunaires et inintéressantes, ou alors même son attitude sur le banc pendant les matchs vis-à-vis du corps arbitral. C'est quelqu'un que je n'apprécie pas particulièrement, mais il est venu reprendre ce groupe-là qui était en miettes, en morceaux, et il en a fait aujourd'hui une équipe qui est deuxième de Serie A, qui est solide, qui arrive à être la meilleure équipe parmi les très gros, je pense, du championnat, d'un point de vue collectif. C'est pas du jeu flamboyant, mais ça on le savait bien avant lorsqu'on a recruté Allegri. Mais en attendant, comme le soulignait Feli à l'instant, on a un entraîneur qui a mis en place un système qui globalement permet de tirer le meilleur de joueurs assez médiocres ou moyens ou tout juste honnêtes. Donc ouais, chapeau. On a vibré parce qu'on a eu des beaux résultats, on a eu des matchs d'un point de vue comptable, hein. On a eu des matchs, le derby contre l'Inter à l'extérieur, ou alors la réception du Napoli par exemple, qui ont été des super rencontres en termes d'enjeux. Vibrer, pour répondre à ta question, non, pas forcément, mais on est deuxième de Serie A et qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Donc Aristide, si on fait le bilan de ce que nos camarades viennent d'exprimer, on est un entraîneur qui rationalise, qui optimise dans un championnat dont peut-être le niveau doit être relativisé. Oui, c'est exactement ça. Je vais reprendre tes termes, je vais un peu, nuancer ce qu'ont dit mes 2 camarades parce qu'effectivement, même si le bilan est tout à fait honorable, voire même très bon en Serie A, faut pas oublier qu'à une victoire, on est premier, mais à une défaite près, on peut être cinquième. Donc, tout est très serré, hein. Les 4-5 premiers se tiennent en 1 ou 2 points, donc faut peut-être nuancer ça. Moi, je trouve quand même qu'il est très regrettable, de ne pas être allé plus loin en Copa et Super Copa quand tu n'as que ça à jouer. Je trouve que c'est un point qu'il faut quand même souligner. Hem, Parce que, ça manque aussi toutes les 2 défaites dont j'ai parlé au début, contre la Lazio où on perd 1-0 et au Napoli 2-0 en Copa et Super Copa. Ça montre aussi une équipe, assez limitée, je trouve et mine de rien, alors même si on n'est pas facile à jouer, je pense qu'on n'est pas facile à jouer pour aucune des équipes, aujourd'hui en Serie A. On éprouve quand même des grandes difficultés, je trouve, à faire tourner le ballon, avec des longues phases de possession stérile. Heu, Dès que l'adversaire mène, finalement, on est en difficulté parce qu'on a vraiment du mal à marquer. J'ai vu les stats effectivement, comme quoi on avait la 2e attaque de Serie A. Je trouve quand même qu'on se crée pas beaucoup d'occasions, hein. Faut voir le nombre de tirs qu'on fait, le nombre de tirs cadrés par match, il se passe pas grand-chose. Là encore, on a gagné 3-0, il y a quelques jours. On a dû faire, 6 ou 5 ou 6 occasions pour mettre 3 buts. On a été très efficace, mais c'est pareil que c'est pas toujours le cas et surtout, moi, ce qui me dérange dans cette équipe, c'est qu'on tue jamais le match. Là, on gagne 3-0, mais c'est une des premières fois où on gagne, par plus d'un but d'écart, ce qui arrive quasiment jamais depuis le début de la saison. Souvent, on marque et après le mindset d'Allegri, c'est de se dire: «Bah, on passe devant
et on attend la fin du match, on arrête un peu de jouer, on attend la fin du match, donc parfois ça marche très bien. Contre la Lazio et la Roma, on a serré les fesses, excuse-moi l'expression, pendant 15 minutes et c'est passé, mais il faut aussi, peut-être, mettre en exergue les performances individuelles qui nous ont sauvés. Je pense à Maignan qui a arrêté des pénaltys, je pense qui a fait des matchs extraordinaires qui nous ont sauvés, et parfois ça marche pas. Donc contre les Chepis, par exemple, on se fait rejoindre à chaque fois. Je trouve qu'il y a un manque de maîtrise globale, on est trop dépendant de certains joueurs et on va en reparler dans les tops. Quand un ou deux joueurs ne sont pas là, il y a plus grand-chose qui se passe quand même, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain. Et on manque de grinta une fois, comme je l'ai dit, qu'on passe devant au score, on arrête complètement de jouer, et ça nous joue beaucoup de tours. À la fin, on n'a pas vraiment de fond de jeu. J'arrive pas à savoir comment joue cette équipe. Je pense pas qu'il y ait vraiment de fond de jeu qui se dégage. Je pense qu'on bénéficie, et c'est là où on en a parlé j'en ai parlé avec toi, Feli, lors du forum, hein, et c'était un débat intéressant. Mais je pense qu'on bénéficie beaucoup du fait que nos rivaux jouent les compétitions européennes et pas nous. Ce qui explique en bonne partie pourquoi on est dans le top 4 aujourd'hui. Et puis aussi mine de rien, certains joueurs qui sont au-dessus du lot. Tu en as peut-être 2-3 dans l'équipe qui sont vraiment au-dessus du lot, qui portent cette équipe, on va en reparler plus tard. Mais voilà, moi, même si je trouve que le côté pompier de service d'Allegri est nécessaire, parce que ça fait des années qu'on est en crise de confiance, que cette équipe est effectivement éclatée, je trouve que c'est très court-termiste. Parce que je pense que dès l'année prochaine, même si on remplit notre objectif, on va se retrouver vraiment en grande difficulté dans le jeu, parce que le grand bénéfice qu'on a de jouer qu'une seule compétition, et encore on s'est fait éliminer des 2 autres cette année, on ne l'aura sûrement pas l'année prochaine, et ça va vraiment se voir. Et réaction de Feli. Ouais, encore une fois, effectivement, hein, mais de toute façon, Allegri, on l'a pris pour retrouver cette, sacro-sainte place en Ligue des Champions qui est tellement nécessaire d'un point de vue financier avant tout, hein, puisque on le sait bien que nos propriétaires sont avant tout là pour ça. Et c'est pour ça qu'Allegri a été pris d'ailleurs. Et là où par contre je nuancerais aussi ce que tu dis, Aristips, par rapport à Allegri. Effectivement, on n'a pas de fond de jeu et de toute façon, globalement, le fond de jeu en Serie A, globalement, chaque équipe est compliqué c'est compliqué de voir du fond de jeu dans chaque équipe, hein, puisque cette année, il faut le dire, on a une Serie A qui est extrêmement pragmatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le championnat a commencé, je crois que sur les 15 dernières années, il y a eu tous les entraîneurs champions d'Italie, excepté Simone Inzaghi. Il y a eu, bien sûr Allegri, il y a eu Pioli qui était à la Fiorentina, il y a eu Sarri, il y a eu Spalletti qui nous a rejoints. Donc il y a tous ceux qui ont gagné des titres en Italie, même Gasperini qui a gagné l'Europa League. Donc cette année en Serie A, c'est une Serie A, comment dire, très pragmatique, très compétitif, qui vise beaucoup les titres parce qu'on a finalement peu d'entraîneurs joueurs comme il y avait pu avoir quelques années auparavant. Là, vraiment, on n'a que des gagnants en Serie A. Et Kivu, l'entraîneur de l'Inter, est un peu le phénomène, j'ai envie de dire, cette année, parce qu'en plus, c'est le premier. Et lui, par exemple, dans les statistiques avancées, il est premier aussi. Et c'est un peu le seul dans son cas, parce que sinon, quand on regarde, on a vraiment tous les champions. Et ce qui donne, je trouve, une Serie A assez pragmatique, assez faible dans le jeu, je suis d'accord avec vous, hein. Conte, ce qu'il fait, c'est assez faible dans le jeu. Mine de rien, il a pu produire beaucoup plus. Et même l'année dernière, l'équipe de Naples n'a jamais été flamboyante. Contrairement à la Juve de Conte qui pouvait être par moments intéressante dans le jeu, même l'Italie, il avait vraiment insufflé une âme à cette équipe-là. Et depuis, c'est quand même devenu un entraîneur extrêmement pragmatique. Alors qu'il gagne et il fait ça très bien, on le sait, c'est un entraîneur qui gagne. Et je pense que cette année-là, en Italie, on est vraiment dans cette optique-là. Pas sûr que ça fonctionne effectivement avec une Ligue des Champions. En jouant plusieurs compétitions, on l'a vu. Et d'ailleurs, il y a pas mal de parallèles à faire avec le titre de Naples de l'année dernière, hein, puisque pareil, de la même façon, Naples avait complètement abandonné les coupes. Ils avaient perdu en Coupe d'Italie, ils avaient perdu en Supercoupe, et ils s'étaient concentrés que sur le championnat. Au final, ça a payé pour eux. Pas certain que ça paye pour nous, ça on le verra plus tard, et je pense, comme Aristide, que ça dépendra en grande partie de nos adversaires. Si nos adversaires font à peu près comme nous, c'est-à-dire de temps en temps, ils perdent un match, ils font des matchs nuls, puis ils se rattrapent, je pense qu'on peut jouer le titre jusqu'au bout. Mais sinon, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait jouer ce titre-là, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Là où je voudrais aussi en revenir, c'est que je trouve aussi qu'Allegri a quand même pas mal de circonstances atténuantes, notamment dans le fait qu'on a l'effectif le plus court d'Italie. Et ça, c'est quand même assez phénoménal de voir ça, parce que non seulement notre effectif est court, parce que le mercato n'a pas été géré correctement selon moi, mais aussi c'est parce qu'on a un nombre de blessures qui est quand même phénoménal, compte tenu du fait qu'on ne joue pas d'autres compétitions que la Serie A.
Moi, je veux bien qu'on a des blessés quand on joue plusieurs compétitions. Là, on joue qu'une seule compétition et on arrive à ne jamais être complet. Et des joueurs, on en reparlera peut-être plus tard aussi, comme Leao, comme Jiménez, bon, là, on en reparlera aussi, mais forcément, on se retrouve en attaque très très court. Et je pense que c'est une des raisons principales. Par exemple, le match nul contre Sassuolo, où bah, il n'y a plus de remplaçant en fait. Et Allegri, il y a Pulisic qui est toujours sur une jambe, parce que lui aussi c'est un joueur fragile. Et ben il doit faire sortir Pulisic, il doit faire rentrer Ricci. Forcément, ça fait reculer l'équipe. Alors, je dis pas forcément que, que Allegri veut jouer de manière offensive quand on mène, mais ça limite les choix. Et là, c'est la même façon contre le dernier match où on gagne 3-0. Bah, il est obligé de sortir un attaquant qui est cramé pour faire rentrer un milieu de terrain, parce qu'on n'a pas les joueurs en fait. On n'a pas les joueurs. Et ça, pour moi, ça résulte du mercato d'été qui, selon moi, hormis deux joueurs, a été grandement raté compte tenu des sommes qu'on a investies. Il faut se rendre compte qu'on a investi. Et ça, encore une fois, je pense qu'on le dit pas assez, mais Milan, c'est un club qui investit, qui a de l'argent, qui vend, mais qui réinvestit dans le mercato. Et on est un des rares clubs en Italie qui le fait. Pourtant, on ne le voit pas sur le terrain parce que ces investissements sont, pour moi, souvent ratés. Alors c'est vrai Roland que les blessures, depuis que j'anime cette émission, on en parle des blessures chaque année, hein, depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est vrai aussi, alors tu dis, Feli nous rappelle que le Milan a investi, mais enfin on sait quand même aussi que les bilans de Cardinale sont excédentaires, hein, à ce niveau-là, sur le plan financier, c'est très positif. Mais comment dire, l'objectif de ces dirigeants est-il bien de gagner des titres ou de faire des économies, on ne sait pas. Je crois que tu veux t'exprimer, Roland. Oui, tout à fait. J'allais justement aller sur le terrain des blessures. Euh, Certes, on ne joue finalement plus qu'une seule compétition dorénavant, mais encore heureux quand on voit la quantité de blessés qu'on arrive à avoir en ayant joué qu'un seul tour deux tours pardon de Coupe d'Italie, une demi-finale de Supercoupe et le format de cette Supercoupe est d'ailleurs une ânerie sans nom. Et finalement, la seule réelle compétition qu'on joue, c'est le championnat, et on se retrouve dans cette posture-là, avec pléthore de blessés toutes les semaines, et on se dit finalement, heureusement qu'on ne joue pas une autre compétition européenne en plus de tout ça, parce que je pense qu'on verrait clairement les limites de cet effectif qui en a déjà un certain nombre. Moi, je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais, Feli, par rapport au profil d'Allegri. On est bien d'accord qu'il fallait quelqu'un comme lui pour relever ce groupe-là qui a été marqué de manière très négative par à la fois Fonseca et Conceição l'an dernier et par les mauvais résultats qui en ont découlé. Tu comparais Feli notamment à la situation de Ranieri l'année dernière à la Roma qui est arrivé pour faire le pompier de service. Le fait est que oui, Allegri permet de nous remettre sur de bons rails, mais c'est pas quelqu'un à qui tu dis au bout d'un an, bon bah merci pour le boulot, merci pour ce que tu as fait, on est de retour en Ligue des Champions. Maintenant, laisse la place à, j'en sais rien, un entraîneur plus jeune, plus ambitieux, avec un jeu plus chatoyant que un Allegri assez morne-pleine. Donc moi c'est un peu l'interrogation que j'ai, c'est euh, combien de temps ça va tenir avec cet Allegri-là, parce que Allegri, on sait qu'il a quand même réussi toujours au bout de 2, 3 saisons à se mettre une grande partie de son groupe à dos dans les différentes expériences qu'il a eues, et ça a été le cas notamment à la Juve. Voilà, moi c'est l'interrogation, c'est est-ce qu'on avec cet entraîneur-là qui nous remet évidemment, et on ne peut que le saluer sur les rails, est-ce qu'on se met pas dans une situation compliquée pour plus tard? Voilà, bon, c'était la seule interrogation que j'avais vis-à-vis de ça. Bien, et ben on va passer au top 3 d'Aristipp. Pour ma part, j'ai mis en mention honorable Barthé-Sagui parce que je trouve qu'il est monté en puissance. Alors déjà l'année dernière, de temps en temps, ça devenait intéressant, même s'il avait assez peu de temps de jeu. Finalement, il était voué à être remplaçant dans ce 3-5-2 à gauche en piston, remplaçant de Estupinan, hein, si je ne me trompe pas. Et puis il s'est vite imposé en tant que titulaire. Il est monté en puissance. C'est pas un joueur que j'attendais parce que c'était pas le joueur le plus talentueux, en tout cas à ce qui se disait de la Primavera, et pourtant, avec du temps de jeu, de la régularité et de la confiance d'Allegri, je trouve il est vraiment intéressant dans le sens où il est déjà très mature dans son jeu.
c'est pas du tout le même profil qu'un Théo Hernandez dans le sens où déjà c'est un joueur évidemment qui a de moins de qualité offensive, je dirais, qui se projette moins, mais justement qui a une assise défensive très intéressante, dans le sens où il a rarement ou voire jamais le marquage. En un contre un, il est très bon. De la tête, il est très bon aussi pour dégager. Il a mis 2 buts il y a 2 matchs contre Sassuolo, malheureusement, non totalement récompensé puisque je crois on a fait match nul 2-2, ou 3-3, je sais plus. Mais voilà, on a fait match nul. Mais il a mis son premier but, c'est un premier doublé en Serie A. Voilà, je trouve qu'à son âge, il est vraiment super intéressant et c'est vraiment la belle surprise, donc je l'ai mis en mention honorable. Troisième, je vais être rapide, mais c'est un joueur que j'attendais pas et j'avais critiqué un peu pas son arrivée parce que c'est vrai que je l'avais comparé à Essien, qui avait eu 32 ans quand il nous a rejoint, hein, il y a quelques années, qui avait été une catastrophe. Mais c'est vrai que Modric m'a fait taire parce que il est arrivé et puis le football a semblé plus simple avec lui directement, du haut de ses 40 ans. Il a été extraordinaire au milieu de terrain. Il a vraiment fait les fois où on a vraiment maîtrisé notre sujet en début de saison, c'était parce qu'il avait fait un grand match. Il a souvent été homme du match d'ailleurs. Évidemment, on a senti que, il a été énormément utilisé par Allegri puisqu'il le faisait jamais sortir. Ça revient effectivement au manque de banc dont Feli parlait et Roland. Mais voilà, il a un peu plus de mal en ce moment. On sent que ça tire un peu sur la corde, mais c'est tout à fait normal. Malgré cela, ça reste quand même un super joueur et ce qu'il apporte au vestiaire, aussi bien techniquement que mentalement à des jeunes, parce que quand tu vois ce qu'en dit Rabiot, ce que disent certains joueurs de Modric, ça donne vraiment, je pense, un bon exemple de ce qu'est un grand joueur et ce que doit être un grand joueur de football. Deuxième place, j'ai mis Rabiot, parce qu'en fait, il y a eu un avant et un après l'arrivée du Duc. Un peu comme Modric, quand il est arrivé, le football a semblé plus simple. Ils s'entendent déjà très bien les deux sur le terrain. Rabiot a fait quelques matchs a commencé du coup directement titulaire, hein, chez nous. On a enchaîné quelques victoires, puis lorsqu'il a été blessé, on l'a tout de suite ressenti sur notre jeu et sur quelques résultats, notamment face aux promus où on a fait des matchs nuls. Voilà, c'est un super joueur qui a encore fait une passe décisive là pour Pulisic lors de la victoire 3-0 contre Vérone. Je trouve qu'il fluidifie le jeu, il est intelligent, il est vraiment arrivé à maturité chez nous. Alors après, combien de temps ça va durer, on ne sait jamais avec ce joueur, mais en tout cas, footballistiquement, c'est vraiment un plaisir de voir ce type de joueur au Milan. Et enfin, je vais reprendre mon même top que la mi-saison l'année dernière et mon même top que la saison de l'année dernière, c'est Pulisic, comme je l'ai dit, hein, je le répète, mais c'est un des seuls qui me fait regarder aujourd'hui le Milan, parce que j'aime beaucoup de choses chez ce joueur, sa capacité à se battre sur chaque ballon, c'est un joueur qui convertit énormément d'occasions, il en a très peu finalement dans chaque match, mais il convertit tout, il croque pas du tout. Il est collectif, il a un peu de vie, qui est intéressant et qui fait vriller aussi les joueurs adverses. Moi, je trouve vraiment, c'est vraiment le joueur qu'il nous fallait. Et Allegri a dit, suite à la victoire face à Vérone, là, il y a quelques jours, que c'est un joueur qui pourrait avoir sa place dans n'importe quel club au monde et que c'est le joueur rêvé de chaque entraîneur. Donc c'est pour vous dire l'importance que ce joueur chez nous. Et puis en plus, c'est notre meilleur buteur. Donc voilà, encore un top Pulisic. Comme depuis qu'il est arrivé chez nous, il est à plus de 15 buts par saison. Il est à plus de 10 buts et 10 passes décisives depuis qu'il est arrivé chez nous. Et sur ces 3-4 dernières saisons, j'ai vu une stat intéressante. Ces 3-4 dernières saisons, il a autant de passes décisives / buts que Lautaro Martinez. C'est quand même une stat assez intéressante. Eli, En mention honorable, je vais mettre, je dirais, la défense à 3 qu'on a su construire. Puisque c'est plus qu'individuellement, je dirais que par groupe, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. On a avec Gabia qui joue beaucoup sur l'anticipation, sur son jeu de tête, où il est très efficace et il se fait rarement prendre dans le dos. Tomori qui arrive bien à ce rôle d'hybride entre latéral droit, défenseur droit, même s'il y a quelques moments où il y a eu quelques petites erreurs de sa part. De la même façon, Pavlovic, dans un autre registre, lui est beaucoup plus vertical, tandis que Tomori est plus horizontal. Pavlovic aussi a fait quelques erreurs, mais il apporte tellement aussi dans le jeu et dans les phases de relance qu'il fallait aussi le souligner. Et il y a quand même une montée en puissance dans le travail défensif. C'est, je dirais, notre joueur le plus agressif qui ramène quand même une forme de grinta aussi. Donc ça fait toujours plaisir à voir. Et donc cette défense à 3 qu'a su construire Allegri est dans mes mentions honorables, puisque mine de rien, on est, comme je l'ai dit, en statistique avancée, la deuxième meilleure défense. En troisième position, je vais mettre un joueur dont tu n'as pas parlé, Aristide, c'est Mike Maignan, qui mine de rien fait sans doute sa meilleure saison depuis le Scudetto. Enfin, en tout cas, une moitié de saison aussi bonne que celle du Scudetto.
puisque comme tu l'as dit, hein, dans les grands matchs, il a été là. Et c'est surtout ça qu'on retient chez Mike Maignan, c'est sa présence dans les gros matchs, puisque mine de rien, les pénaltys arrêtés, le match contre l'Inter, je pense que ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait un match aussi abouti, le gardien français. Et on sait, il est en ce moment, pour parler pour une prolongation, on sait aussi que c'est le capitaine de cette équipe maintenant. Donc on verra ce que ça donne. Mais là, sur ce qu'il a donné sur cette première partie de saison, c'est quand même du très très haut niveau et on comprend pourquoi c'est un gardien de niveau international. Il nous rappelle aussi pourquoi c'est ce gardien-là, ce gardien titulaire de l'équipe de France. Et donc c'est pour ça qu'il mérite amplement cette troisième place. En deuxième position, j'ai parlé de Pulisic. Je le mets deuxième, notamment parce qu'il y a quand même toujours pas mal de blessures chez lui. Alors effectivement, il est d'une efficacité redoutable. Et je trouve qu'il s'incorpore beaucoup plus dans ce 3-5-2 qu'un Leao par exemple. Pulisic a trouvé sa place dans cette équipe-là. C'est vraiment ce second attaquant. Parce qu'en même temps, il a cette capacité de créer du danger, mais surtout d'être extrêmement décisif. Et c'est là où je trouve l'Américain est le plus fort. C'est cette capacité à se montrer décisif. Même quand il n'est pas forcément bon. D'ailleurs, le match contre Vérone, il n'est pas forcément bon, mais il marque son but sur un corner. Donc il se retrouve à des endroits où on ne l'attend pas. Il a cette capacité, voilà, à savoir se placer dans la surface, à marquer. Et d'ailleurs, moi j'ai une statistique pour l'Américain, c'est qu'il a marqué je crois qu'il a marqué 8 buts sur 16 tirs. Donc un tir sur deux de Pulisic est un but. C'est quand même assez incroyable d'efficacité. Incroyable. Et le seul vrai défaut de l'Américain, et il le traîne quand même depuis plusieurs années, c'est cette tendance à être fragile, à toujours revenir un peu après les autres. Quand il est blessé, bah, ça dure toujours un petit peu plus. En plus, bah, il joue aux États-Unis, donc quand il y a des trêves internationales, il reprend un peu après les autres. Forcément, il y a toujours des petits bouts de match qui loupent. Là, d'ailleurs, même le dernier match contre Vérone, Allegri a dit qu'il jouait, qu'il n'était pas encore à 100%. Donc il y a toujours cette frustration avec l'Américain parce que on a l'impression qu'il pourrait donner tellement plus. Et en même temps, je pense que s'il n'avait pas ce problème-là, il serait pas à Milan. Parce que c'est clairement un joueur d'un autre niveau. Et en top 1, bah moi je vais mettre Modric. Je vais mettre Modric parce que il amène un petit peu ce que Ibra avait amené dans une autre forme, bien sûr, mais cette sérénité au milieu de terrain, ça nous manquait énormément. Et effectivement, je te rejoins complètement, Restip. Quand Modric est bien, on est quasiment injouable. D'ailleurs, contre Vérone, Modric fait un de ses meilleurs matchs depuis longtemps parce qu'effectivement, il a eu un coup de mou, notamment parce qu'effectivement, il jouait quasiment tous les matchs. Mais quand Modric est reposé, eh ben, on est quasiment injouable parce qu'au milieu de terrain, il est tout simplement injouable. On ne peut pas lui prendre la balle, il relance proprement, il fait avancer l'équipe. Et on a tendance souvent à comparer Modric à Pirlo sur ce début de saison. Parce qu'effectivement, il y a des passes, il y a des choses, il y a des relances qui sont impressionnantes. Et bien sûr, Modric est un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Mais moi, il me fait penser à un autre joueur. Avec sa petite teigne blonde, moi, il me fait penser à Ambrosini des fois. Parce que les interceptions qu'il nous fait aussi, bah, je pense qu'on les souligne pas assez parce que même quand il a peut-être pas le même jeu de tête. Dans le secteur aérien, c'est peut-être pas exactement ça. Bien sûr, pas dans ce système-là, mais dans la capacité à intercepter des ballons, à toujours être placé au bon endroit, il est quand même assez phénoménal et je l'attendais vraiment pas sur ce point-là, le Croate, parce qu'il m'a vraiment bluffé. Parce qu'il récupère un nombre de ballons assez impressionnant. En termes d'interception, il est parmi les meilleurs milieux de Serie A. Et couplé à son niveau de relance, bah, on a pour moi notre meilleur joueur. Quand il est à 100%, parce qu'effectivement, il y a toujours des moments où il est moins bien, et c'est normal, il a 40 ans le Croate. Donc forcément, on ne peut pas attendre qu'il soit au top à chaque match, mais quand il est au top, pour moi, il est injouable, et je dirais que sur ses 2 premiers mois, je dirais août-septembre, pour moi, c'était le meilleur joueur de Serie A. Incontestablement, tellement il dégageait une puissance technique, une aisance, une capacité à la fois défensif-offensif, c'était le meilleur joueur de Serie A. Depuis, il a un peu baissé, et d'autres joueurs se sont ont pris le dessus. Je pense à Rabiot qui a bien su combler aussi les défaillances parfois de Modric. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment une surprise parce que je savais qu'il allait nous faire du bien, mais à ce point-là, j'avoue que je n'attendais pas. Et c'est pour moi le parallèle avec Ibra se fait ressentir et on verra si je dirais sur le plan des titres, hein, est-ce qu'il va réussir à apporter ce qu'a apporté Ibra in fine, parce que quand même, Ibra nous a rapporté ce Scudetto en 2022 quelque part. Donc j'espère que Modric pourra suivre cette voie. Roland. Bon, je ne vais rien révolutionner, hein. Je vais reprendre les noms qui ont déjà été cités, secouer, ça va ressortir dans l'autre sens. Moi, en troisième place, effectivement, je vais mettre Modric parce que, un peu à la star de ce que disait Aristip,
Je n'en attendais pas grand-chose. Alors, bien évidemment, on parle d'un Ballon d'Or, on parle d'un joueur qu'on n'a pas vu au Milan en termes de classe et de catégorie de joueurs depuis des années. Mais je me disais que bon, à 40 ans, comment allons-nous pouvoir construire sur un profil comme celui-là? Bah, le fait est qu'il est arrivé, je pense, avec un état d'esprit irréprochable, dans le sens où il n'est pas arrivé comme une star. Euh, il est vraiment arrivé en toute discrétion. Il s'est mis, je pense, au service de l'équipe et j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant au-delà de son rendement sportif, qui, comme le disait Feli, bah, sur les 2-3 premiers mois de championnat, c'est probablement le meilleur joueur de Serie A. En plus de ça, je trouve il a une aura quand il est sur le terrain. Voilà, il en fait pas des caisses, il en rajoute pas. Quand il y a des discussions, que ce soit avec un arbitre ou avec les adversaires, euh, on sent que c'est quelqu'un qui vient pour apaiser les choses, qui est pas dans l'outrance, etc. Et c'est à milieu de profils, bah, comme Théo Hernandez ou même Saelmakers, qui sont, je pense, détestés à peu près partout en Italie par les joueurs et les supporters des équipes adverses. Souligner aussi au passage bah, l'arrivée de Rabiot et son apport dans ce milieu-là, qui je pense permet à Modric d'être bon et vice-versa. Et j'en profite pour souligner quand même que bah, ce milieu de terrain-là qui a été construit au mercato dernier, ça a été fait uniquement par des opportunités, parce qu'on arrive à récupérer un joueur quasiment libre de 40 ans du Real Madrid et un autre en toute fin de mercato, parce qu'on a la chance d'avoir son entraîneur favori et parce qu'il s'est battu dans son vestiaire à Marseille. Ce qui montre quand même que si on n'avait pas eu ces deux opportunités-là, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui d'un point de vue sportif au milieu de terrain. Sur la deuxième et la première place, bon, ça a été un peu été compliqué de choisir qui allait se positionner à quelle place. Mais en deuxième place, moi, je vais mettre Pulisic, qui est un joueur qui, même chose, est assez discret, mais qui, euh, voilà, bah, qui sportivement est aujourd'hui probablement un des meilleurs joueurs du club, en tout cas sur le champ. Décisif, on le voit d'un point de vue comptable, on le voit aussi en termes d'esprit, et malheureusement, effectivement, il y a ce côté blessure là qui le handicape depuis quelques années et qui va, je pense, continuer à l'handicaper dans la suite de sa carrière. Donc moi, je suis ravi d'avoir ce joueur-là avec nous. J'y croyais pas trop forcément quand il est arrivé de Chelsea, si je me souviens bien. Mais en tout cas, voilà, il nous a fait mentir et lui, il arrive à être régulier à chacune de ses performances. Et je pense que le Milan a bien besoin de régularité. Et enfin, en première place, bah, vous le savez, hein, depuis quelques années, moi j'ai un biais avec le poste de gardien de but. Donc là, je suis ravi de pouvoir reparler positivement de Maignan qui sortait d'une saison assez compliquée. On a retrouvé voilà le Maignan de 2022-2023 et je suis ravi quand je lis dans certains médias que les discussions sur une prolongation de contrat ont repris. On peut pas se permettre aujourd'hui de perdre un gardien comme celui-là gratuitement et si on veut, je pense, construire, on est dans ses plus belles années, alors autant construire avec lui. Nous passons donc au flop 3 et c'est Aristide qui s'y colle. Pour les flops, je crois que c'est Feli qui a fait un triplé dans les tops, dans les mentions honorables. Je vais faire aussi un triplé. Je vais mettre parce qu'on a parlé du mercato, je vais mettre 3 joueurs qui sont arrivés, alors soit dans le mercato d'été, soit le mercato d'hiver dernier. Je vais mettre Nkunku, Jiménez et Estupinan. Estupinan, j'en ai parlé. J'avoue que je ne connaissais pas trop le joueur. On m'a parlé d'une valeur sûre d'Angleterre, d'accord. Mais je trouve ça assez fou qu'on ait mis autant d'argent sur quelqu'un qui s'est fait rapidement remplacer par Barthélemy en quelques matchs. Je crois que le 2-2 qu'on fait contre Pise, alors qu'on mène 2-0, il fait n'importe quoi et il est responsable sur les 2 buts, et on se fait rejoindre. Mais voilà, je crois qu'il a dû faire 1 ou 2 bons matchs sur les 7-8 où il a joué avant d'être blessé puis d'être mis au placard. Jiménez, ça fait 1 an qu'il est arrivé. Là, il est blessé depuis pas mal de temps, il s'est fait opérer, il en a encore pour 1 ou 2 mois, mais c'était vraiment pas bon même avant qu'il se blesse. Je sais même pas s'il a un but en Serie A, j'en suis pas certain. Il a l'air perdu sur le terrain, il a pas l'air d'être là, même mentalement. Il me fait un peu penser à
Alors pour toute proportion gardée évidemment, mais à De Ketelaere, lors de son arrivée, c'est-à-dire que tu sens que psychologiquement il est pas dedans, il va pas au combat, il y va pas quoi. Et c'est l'impression que j'ai avec ce joueur qui nous a coûté, je crois, à peu près un peu moins de 40 millions d'euros quand même. Et enfin Nkunku, alors paradoxalement il a mis 2 buts là, c'était ses 2 premiers buts de Serie A contre Vérone justement. Mais ouais, alors je pense que déjà le 3-5-2 l'avantage pas parce qu'il joue en pointe, enfin dans les 2 attaquants. Je pense que c'est un joueur qui est meilleur plus bas, après c'est mon point de vue, ou du moins sur une aile, mais pas au centre comme ça. Et ouais, je le trouve un peu perdu sur le terrain, physiquement à court. On a mis quasiment 40 millions aussi, donc c'est quand même des prix finalement. À la fin, tu as 100 millions les 3 joueurs quasiment. Je trouve ça fou qu'il n'y en ait aucun qui donne un minimum de satisfaction. Ok, ce sont des recrues, donc ils doivent s'adapter, un au championnat, deux au club. Après, on parle quand même de certains joueurs qui ont des références déjà dans des grands clubs. Stupinan et Nkunku, ils viennent pas de n'importe quel club non plus, donc c'est quand même assez surprenant qu'on en arrive à ça. Donc voilà pour mon flop, disons mon troisième. En deuxième place du flop, je vais mettre, alors ça va être un peu dur peut-être, mais je vais mettre Tomori. Parce que je vais mettre Tomori parce que moi je retrouve toujours les mêmes défauts chez le joueur. Euh, les mêmes défauts qu'on voit depuis qu'il est arrivé au Milan. C'est-à-dire tantôt il peut faire un très bon match, tantôt c'est le plus mauvais. Parce qu'il te coûte des buts parfois stupides. Et c'est vrai que je vois pas de progression chez ce joueur. Je trouve il est même de ceux qu'on voit des 3 défenseurs avec Pavlovic et Gabia, je trouve que c'est le moins bon des 3, enfin le moins régulier du moins. Et j'avoue que je m'attends à autre chose d'un joueur qui finalement est à peut-être 5e saison chez nous, approche des 30 ans, donc voilà, je vois pas de progression, c'est pour ça que je le mets dans les flops. Et enfin, en premier flop, alors pas surprenant, mais c'est vrai que je suis assez déçu parce que je trouve qu'il a fait une bonne première année l'année dernière. J'ai mis Fofana. Alors c'est pas les flops, c'est pas des gros flops comme c'était pas des gros tops d'ailleurs à chaque fois, mais voilà, Fofana, je trouve il a perdu plus ou moins sa place de titulaire puisque Allegri a fait récemment jouer Loftus-Cheek à sa place sur les 2-3 derniers matchs. Et effectivement, quand il était titulaire, quasiment 12 ou 13 matchs sur 16, finalement, il n'a pas été bon. Il était un peu perdu sur le terrain. Défensivement, il apportait pas grand-chose en termes d'interception. Je crois que c'est Félix qui en a parlé. C'est Modric qui a fait le plus d'interceptions les 2 premiers mois. Et ensuite, Rabiot a pris le relais, comme Félix l'a dit. Mais Fofana était perdu. Et offensivement, pareil, dès qu'il tente un tir, c'est dans les tribunes. Ils perdent des balles assez bêtes, les passes sont ratées, donc je trouve qu'il y a vraiment une régression du français qui avait fait une première année encourageante et qui est un peu perdu cette année dans ce. Alors je sais pas si c'est tactiquement. Après, on sait que techniquement, il a des failles. C'est un joueur qui a quasiment pareil, qui approche des 30 ans, qui a un plafond qui est déjà à son plafond de football, faut pas se mentir. C'est un joueur que je vois bien moi en remplaçant dans un Milan qui veut être un grand Milan, mais il doit jamais être titulaire évidemment chez nous parce qu'il a trop de failles. Et cette année on les voit beaucoup plus, je trouve, que l'année dernière, et c'est en ça ma plus grosse déception. Feli, Moi, en mention déshonorable, je vais mettre De Winter, qui est le premier remplaçant en défense et qui n'a pas su montrer ce qu'il avait pu montrer par moment avec le Genoa la saison dernière. Alors, je l'ai vu pas mal de fois avec la Belgique où j'ai trouvé toujours plutôt mauvais, mais avec le Genoa, à chaque fois que je l'ai vu, je le trouvais plus rassurant que ce qu'il a été avec nous. Alors, c'est ces 6 premiers mois, on est toujours plutôt indulgent, c'est un relativement jeune joueur, mais effectivement, je trouvais un peu dur à Aristide sur Tomori, mais en soi, oui, c'est le joueur le moins fort des 3 derrière. Et De Winter n'a jamais réussi à le bousculer. Et la tentative de mettre De Winter en remplaçant de Gabia a été une catastrophe. On l'a vu au centre de cette défense, le Belge a été catastrophique. Je pense qu'il n'a pas été à son avantage, puisque je pense qu'il est meilleur, disons, à droite de cette défense. Mais il a très mal géré le peu d'occasions qu'il a eu de se montrer. Et donc, effectivement, ça donne pas trop envie de lui faire confiance pour la suite. Et c'est pour ça aussi qu'on est en recherche d'un défenseur. Parce que derrière les 3, on a que des Winter et on n'a personne d'autre. Et il suffit d'un blessé cumulé à une suspension, par exemple, et on se retrouve à court derrière. En numéro 3, je vais mettre Fofana. Je vais mettre Fofana parce qu'effectivement, il a été mauvais.
globalement. Il y a quand même des matchs qui ont été réussis, notamment je pense dans les gros matchs, et c'est ce qui résume un petit peu ce joueur. Je trouve que contre les gros, en général, il n'est pas forcément mauvais, il est intéressant justement dans le duel physique, dans les quelques récupérations. Contre Naples, il fait un super match, contre l'Inter, il est plutôt bon aussi. Mais il a tendance à être mauvais contre les plus petites équipes. C'est un joueur qui est extrêmement irrégulier. Je pense que déjà la saison dernière, on l'avait pas mal vu aussi. Euh, et puis, je suis pas 100% certain que cette place de numéro 8, box-to-box, lui convienne parfaitement. Je pense qu'il est plus adapté à un milieu à deux, comme il l'a été la saison dernière, où il a été plus son avantage. Voilà. Donc, ce qui fait que moi, je le mets que troisième, parce que, Aristide, là, je t'ai trouvé un petit peu indulgent envers nos deux numéros 9 recrutés à presque 40 millions, comme tu l'as dit, qui sont mes numéros 2 et numéro 1. Allez, je vais mettre Nkunku numéro 2 parce qu'il a mis 2 buts là récemment, donc c'est plus que Jiménez. Mais lui aussi, waouh! Il faut se rendre compte, hein, les 37 millions à la vitesse à laquelle on les a sortis pour aller chercher Christopher Nkunku. Alors, sur le papier, pourquoi pas? Parce que c'est un ancien MVP de Bundesliga. Il est parti à Chelsea pour 60 millions. Pulisic, c'est un joueur qu'on a recruté de Chelsea qui a été très bon en Bundesliga aussi, donc on s'est dit pourquoi pas. Mais là, je veux dire, on lui a mis un salaire à 5 millions directement, un transfert presque record, hein, il fait partie du top 5 des plus grands transferts de l'histoire du Milan, et pour un rendement très 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 faible. Alors oui, il n'a pas forcément été mis dans les meilleures conditions. Physiquement, il n'est pas forcément en condition aussi parce qu'il arrivait un petit peu après tout le monde. Il a pris du temps pour se remettre en forme, il y a eu des blessures aussi. Mais quand on met 37 millions sur un joueur, moi j'attends qu'il performe tout de suite. Quelqu'un comme Jachari, il s'est blessé tout de suite pendant 3 mois, mais pour le peu qu'on a vu, eh ben, il a été plus intéressant que Nkunku, qui a joué beaucoup plus et qui a montré très peu de qualité de manière générale. Techniquement, Allegri n'arrête pas de louer qui techniquement il est fort. Je ne l'ai pas forcément vu, hormis le dernier match évidemment contre Vérone où il s'est réveillé. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que je pense que pour le prix, ça m'a choqué, hein. Je reste encore choqué de la façon dans laquelle on est sorti de 37 millions comme ça en claquant des doigts, alors que ce n'est pas le profil que voulait Allegri, que c'est pas forcément un joueur qui était en bonne condition physique, et on a réussi à sortir les 37 millions comme ça. Moi, je me pose encore des questions sur ce transfert de Christopher Nkunku, qui au demeurant peut être un très bon joueur, hein. Ça se trouve, là, avec le match qu'il a fait, il va se réveiller, il va planter les buts, il va s'adapter, enfin, j'en sais rien. Mais moi, je reste encore sur les fesses, pour le dire poliment, que vu comment on a sorti aussi rapidement 37 millions, avec 5 millions de salaire, avec prime à la signature, pour un joueur qui ne correspondait pas à ce que voulait Allegri. Et de la même façon, et j'en viens à mon numéro 1, Jiménez non plus n'est pas ce que voulait Allegri. Clairement, on a essayé de bazarder le Mexicain au bout de 6 mois, ce qui fait que lui aussi a quelques circonstances atténuantes, puisque moralement, effectivement, on est proche de Charles Dequetela. Mais sauf que là, Jiménez, même lors de ses 6 premiers mois, je lui trouve aucune qualité forte à Jiménez. Je trouve pas forcément de la tête, pas rapide, pas technique. Il a qu'un seul pied. Voilà, alors effectivement, je l'avais vu avec le Feyenoord, c'était intéressant ce qu'il avait fait en Ligue des Champions, mais je le vois pas à Milan. Et depuis le début, hein, même s'il avait mis ses 5-6 buts la saison dernière, je le trouvais pas extraordinaire et je lui reconnais aucune qualité forte. Et moi, j'étais un de ceux qui était plutôt pour l'échanger avec Dovbyk en fin d'été. Finalement, ça ne s'est pas fait et je pense que ça a pénalisé tout le monde. Ça a pénalisé le Mexicain qui n'a pas voulu aller à Rome. Ça a pénalisé Dovbyk qui se retrouve aussi persona non grata à Rome. Et finalement, que ce soit Nkunku et Jiménez, j'ai l'impression que c'est 2 investissements extrêmement lourds. Et c'est pour ça, c'est là où je trouve indulgent Aristide, parce que c'est 2 investissements extrêmement lourds. Dans le top 15, c'est sûr, des plus gros investissements, même pour Jiménez. Et pour ce qu'il montre, c'est vraiment trop faible. Et là, Jiménez, pour moi, la carrière à Milan, elle est quasiment terminée. Nkunku, on va lui laisser le bénéfice du doute parce qu'il a fait ce match-là, ce doublé face à Vérone. Mais Jiménez, il s'est fait opérer. Il risque de revenir vers février-mars. Avec la rééducation, il revient en avril, s'il a de la chance. Et puis, il partira en prêt ou on réussira à le vendre au mois de juillet. Et parce que à la base aussi, c'est une grave erreur des dirigeants. Alors un peu moins pour Jiménez, mais ce sont quand même 2 profils qui ne correspondent pas à ce que voulait Allegri. On le savait dès le début, et même Iglitare en avait parlé dans une interview pendant la préparation estivale. Il a dit on cherche un buteur à la Giroud, un pivot qui pourra faire jouer les autres dans le 3-5-2, pour être complémentaire avec Leao, pour être complémentaire avec Pulisic.
Au final, là, on l'a recruté parce qu'on a pris Füllkrug, mais quel était l'intérêt d'aller chercher Nkunku et quel est l'intérêt de faire garder, alors c'est pas de la faute du club parce que lui a voulu rester, mais Jiménez aussi. C'est-à-dire que là, on est sur deux profils qui ne correspondent pas à ce que veut Allegri. Peut-être qu'ailleurs, ils s'épanouiront, mais en tout cas, à Milan, ça me semble mal parti. Et on termine avec Roland. Oui, alors, c'est un exercice que je trouve difficile parce qu'on parle quand même d'une équipe qui est deuxième du championnat et surtout, on a un entraîneur, Allegri, qui joue avec 13 ou 14 joueurs. Donc, compliqué de tirer des noms qui sont absolument des flops, sauf pour la première place, mais ça a déjà été évoqué de part et d'autre. Je me contenterai, moi, à la troisième place parmi les titulaires, on va dire, ou les gens qui jouent régulièrement, de parler de Fofana. Vous avez déjà à peu près tout dit sur son cas, messieurs. Et moi, je vais choisi de mettre ce nom dans les flops, on va dire, de la demi-saison, sur une action. Je sais pas si vous en souvenez, je ne me souviens même plus, moi, du match en question. C'était à domicile où Fofana récupère le ballon à l'entrée de la surface ou presque du Milan, remonte tout le terrain. J'avais l'impression de voir Théo Hernandez en 2012 contre l'Atalanta à la 37e journée. Et une fois que Fofana arrive seul devant la surface, il pousse la balle avec son pied d'appui et il tire dans le vide en se prenant une gamelle assez pathétique. Alors, on peut pas juger bien sûr la demi-saison d'un joueur sur cette action-là, mais je la trouve tellement emblématique de ce que fait Fofana depuis à peu près un an et demi au Milan, que voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de souligner cette action qui a été somme toute assez grotesque. En deuxième place, et là même chose, je préfère mettre un peu un avertissement avant. C'est pas un flop au sens saison 2014-2015 par exemple, quand on était une équipe ridicule avec des peintres à chaque poste. Mais moi, je suis à nouveau déçu de ce que fait Leao sur cette demi-saison. Les blessures, bien sûr, comme tout le monde, on en a déjà parlé. Un système de jeu qui, à mon avis, ne lui convient absolument pas, et donc là, c'est pas forcément de sa faute. Mais par contre, c'est la star de l'équipe. Il est présenté comme tel, c'est le plus gros salaire de l'effectif. C'est un joueur qui est là depuis des années, et moi, je n'arrive pas à comprendre que ce joueur ne progresse pas depuis la saison du titre. Et surtout soit aussi coupable d'intermittence d'une rencontre à l'autre, mais même au sein d'une rencontre. Il n'a jamais évolué de ce point de vue-là et je trouve que cette saison, c'est encore pire et bien aidé, effectivement, je pense, par ce système de jeu qui n'a pas l'air de lui convenir. On le sait depuis 2019 qu'il est pas fait pour jouer dans l'axe ou pas très loin de l'axe, en tout cas, Léao. Et encore une fois, dans un 3-5-2, ça ne peut pas lui convenir. Mais je trouve qu'en en termes d'attitude, en termes d'investissement, c'est comme on le dit à chaque fois, ce n'est pas au niveau du plus gros salaire de l'effectif d'un club comme le Milan. Donc voilà, je le mets dans les flops, mais bien sûr à atténuer parce que ça reste un joueur qui, comme je le disais à l'instant, est tellement capable d'intermittence qu'il peut faire 80 minutes absolument dégueulasses, mais quand même sortir un doublé. Je nuancerai un peu mes propres propos en disant que cette année, il n'a marqué en championnat, bien évidemment, que contre des équipes, si je dis pas de bêtises, qui sont classées au-delà de la 16e place. Donc j'en attends plus, comme d'habitude. Concernant la première place, moi j'ai pas réussi du tout à les départager. Donc je vais mettre Jiménez et Nkunku pour toutes les raisons qui ont déjà été citées. Je vois pas trop quoi ajouter en plus. Des profils qui conviennent pas, des joueurs qui en plus ont la chance de n'avoir absolument aucune concurrence devant entre avec les blessures régulières des autres joueurs du secteur offensif. Donc ils ont tous eu beaucoup de temps, ils ont tous eu beaucoup de temps de jeu, ils ont tous eu beaucoup d'opportunités et il y en a pas un qui a su la saisir. Donc moi je suis d'avis qu'il va falloir arrêter les frais avec ces joueurs-là.
Bien, alors nos 2 camarades veulent réagir. Je crois Feli sur Léao, mais on va d'abord donner la parole à Aristide qui attend depuis plus longtemps. Vas-y Aristide. Merci MJ. Pour ma part, je voulais réagir sur les propos de Feli. Effectivement, et même Roland a abordé dans ce sens. C'est vrai que j'étais un peu indulgent avec Nkunku et Jiménez, mais pour la simple et bonne raison que, et ça fait des années que je le fais, je note toujours un peu plus indulgemment les joueurs qui viennent d'arriver dans notre club. Donc voilà, Nkunku est là depuis quelques mois, on connaît sa situation difficile physique, sa capacité d'adaptation à Serie A au club de Milan. Jiménez, ça fait que 1 an, mais il a été quand même pas mal blessé. Il convient pas au jeu d'Allegri en plus qui est arrivé entre temps, donc je vais être un peu plus indulgent. Sur le deuxième point, par contre, je te rejoins, Félix, sur les qualités de Jiménez. Ça fait quand même 1 an qu'il est là, pile. J'arrive toujours pas, que je te rejoins totalement, j'arrive toujours pas à savoir où ce garçon est bon. C'est pas un pivot comme Giroud, il est pas excellent de la tête, il a pas une grande vitesse, c'est pas un finisseur pur non plus. Donc oui, c'est quand même compliqué au bout d'un an de te dire que je sais pas en fait où je peux accentuer l'effort pour mettre en valeur ce garçon. Et ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, pour Léao, rebondir un peu sur ce que disait Roland, je te rejoins, le système est pas bon pour lui, c'est pas un attaquant de pointe, on le sait depuis des années. Après, je vais quand même nuancer avec le fait qu'il a été beaucoup blessé cette année, très tôt dans la saison. Enfin, cette année, cette saison, pardon. Et finalement, il a très peu joué, hein, il a très peu joué. Il nous sauve le match, je crois que c'est lui qui nous met un super but contre la Fiorentina et qui fait qu'on remonte alors qu'on était à la ramasse. Mais voilà, après, j'ai peut-être fait le deuil dans le sens où je me dis que ce joueur n'explosera vraiment, probablement jamais. J'avoue que j'en ai fait mon deuil. Après, moi, j'attends pas à ce que ce soit le Ballon d'Or en puissance. Mais si ça peut déjà être le Léao que j'ai connu, on va dire il y a peut-être 2-3 saisons, où il arrive à te faire 10-15 buts et passes décisives, un peu comme ce qu'a fait Pulisic toute la saison. Je me dis qu'entre lui et Pulisic, on devrait être pas mal en attaque si déjà ça arrive à jouer ensemble et si chacun fait son taf, sans que ce soit le joueur finalement dont on a rêvé, peut-être certains. Il n'atteindra jamais ce niveau probablement, mais si ça peut redevenir au moins le Léao d'il y a 1 ou d'il y a 2-3 ans, ce serait pas mal, ouais. Alors on avait été chercher Léao à Lille et puis City avait été prendre Doku à Rennes. Je serais bien tenté de faire l'échange moi, mais je vais rendre la parole à Feli qui veut s'exprimer précisément sur Léao. Oui, alors juste avant pour dire, moi Abraham et Jovic me manquent, hein. Quand je vois ce qu'ils ont fait l'année dernière et ce que font cette année Nkunku et Jiménez, je me C'est dis vrai. qu'avec, 2, on aurait été beaucoup mieux et ils coûtaient beaucoup moins cher que le Mexicain et le Français. Et d'ailleurs, je pense qu'un de nos actes manqués cette année, c'est d'avoir raté ce buteur. Parce que je suis persuadé qu'avec un buteur, alors pas forcément un Fauré classé, hein, mais rien qu'un Højlund, un Vlahovic, même pas forcément un joueur que j'aurais voulu, mais rien qu'un vrai buteur, on aurait été premier. Parce que la différence, elle est là. Elle est là. Les buts qu'on n'a pas mis, parce qu'il manquait un buteur, parce que Nkunku et Jiménez ont été quasiment systématiquement proches de zéro à leur match. Et comme l'a très bien souligné Roland, ils ont eu le temps. Et pourtant, ils en ont pas fait grand-chose. Alors que Abraham et Jovic, sur le peu de temps qu'ils avaient justement la saison dernière, ont saisi leur chance, sans être des grands joueurs. Mais ils ont chacun fait leur saison l'année dernière et pourtant on les a pas gardés parce qu'on voulait, je pense, être plus ambitieux, mais on s'est raté. On s'est raté parce qu'on n'a pas réussi à trouver un buteur pour cette équipe d'Allegri. Pour les AO, je trouve ça un peu dur. Effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'est sans doute le seul joueur, et je dis bien le seul, qui pour moi n'est pas fait pour ce système. Parce qu'il y en a plein qui parlent, oui, mais il faut revenir au 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3. Pourquoi changer de système quand on est deuxième de Serie A et qu'on gagne plus ou moins nos matchs? Oui, on n'est pas beau à avoir joué, mais le système fonctionne. On ne va pas le changer pour un joueur, sachant qu'on est deuxième de Serie A. Et Léao, c'est le seul qui ne fonctionne pas dans ce système-là, même si, et ça, c'est une grosse nuance, et c'est là où je rejoins Aristip, j'ai regardé là, il a joué 6 matchs pleins. Il a joué 6 matchs pleins, Léao. 6 matchs pleins, et sinon, il a fait 3 autres rentrées de vingtaine de minutes. Donc en 6 matchs pleins et 3 petites rentrées de vingtaine de minutes, il a mis 5 buts et une passe décisive. C'est ça. Alors, on peut me dire qu'il y a eu 2 pénaltys, mais il fallait les mettre les pénaltys. Je rappelle que quand il met le pénalty, je crois que c'est contre la Fio, il met un doublé dont un pénalty. On venait de plusieurs matchs où on loupait les pénaltys, notamment contre la Juve où Pulisic l'avait raté. Donc il fallait les mettre ces pénaltys, il a pris ses responsabilités. Donc mine de rien, Léao a aussi cette capacité d'être décisif. Et je pense aussi au match contre la Roma, où il fait une remontée, dont bien sûr il a le secret, pour le but de Pavlovic.
Donc il y a quand même des choses. Et pour moi, Léao, c'est pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est pas un point mort de l'équipe, c'est pas un point faible. Moi, je suis toujours content qu'il soit là, effectivement. Et là aussi, je rejoins complètement Aristide. C'est pas que je suis résigné, mais je connais les limites de ce joueur. Je sais qu'il va jamais être un ballon d'or, je sais qu'il va jamais dépasser ce qu'il est actuellement. Le niveau de Léao, c'est celui-ci, et il n'évoluera pas. Il restera toujours pour moi un joueur irrégulier, mais un joueur irrégulier qui est capable d'être le facteur X de cette équipe, qui est capable de gagner un match à tout instant. Beaucoup plus que Pulisic, parce que Pulisic est notre meilleur joueur, hein, on est d'accord là-dessus. C'est notre joueur le plus efficace, mais beaucoup plus discret, beaucoup plus dépendant du collectif. Euh, alors que Léao est capable d'exploits individuels. Euh, Beaucoup plus que Pulisic. Je pense que dans les pics de performance, un Léao est au-dessus de Pulisic. Malheureusement, on le sait, et c'est le principal défaut de Léao, c'est qu'il est complètement irrégulier. Et en plus, cette année, il a quand même une tendance à se blesser. Là, peut-être qu'il a même une pubalgie, on en parle, c'est très récent, mais il risque encore de rater le prochain match contre Cagliari, ce qui risque aussi de mettre en défaut sa saison avec Milan. Est-ce qu'on doit le vendre? Là-haut, c'est la grande question, parce que faut voir comment il va gérer cette deuxième partie de saison. Pour moi, le duo Pulisic-Leao est incompatible. Maintenant, Leao avec un vrai buteur, Pulisic avec un vrai buteur, ça peut marcher. Mais ça implique qu'on place un de ces deux-là sur le banc, et là, ça me paraît compliqué, parce qu'il y a aussi des statuts à prendre en compte. Et Dieu sait que Leao a un statut dans ce club, et ça, Roland en a très bien parlé. Leao, c'est un peu la star du club, et c'est vrai que ça me paraît compliqué de le mettre sur le banc. Maintenant, s'il y a une offre, moi personnellement, si on a une offre, et si on me dit qu'il peut partir pour, je sais pas, 60, 70 millions, comme l'a eu Reijder l'été dernier, bah, moi je serais plutôt pour le vendre pour prendre un joueur compatible avec notre système. Et Autrement, plus moi ça me régulier dérange aussi. plus régulier, mais ça me dérange pas, moi, à la limite, si on a un Pulisic et Leao qui se complètent en fait. Euh, Ça me dérange pas d'avoir les deux. Mais si on peut avoir un autre joueur plus compatible avec le système, autant le vendre, d'autant plus si ça peut financer d'autres parties. Mais j'ai quand même globalement peur avec notre dirigeance. Quand je vois les noms, par exemple, qui sont évoqués pour remplacer Mike Maignan, j'ai toujours peur quand on fait un peu ce mouvement-là de vendre un joueur pour le remplacer, parce que souvent on est quand même assez déçu. Euh, donc souvent on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, comme on dit. Et c'est un peu le cas avec Lao. J'ai peur de qui on peut recruter si on le vend, parce que mine de rien, Lao c'est quand même une assurance d'une vingtaine de buts, passes décisives comprises par saison. Et ça, mine de rien, en Italie, c'est assez rare d'avoir ça. Il faut quand même savoir l'apprécier pour ce qu'il est, sans trop en attendre. Bien, eh ben, comme toujours en dernière partie, nous nous projetons vers le mois de mai. Alors à la lumière des événements de ces premiers mois, maintenez-vous vos pronostics de début de saison. Alors je vais commencer par Roland qui n'était pas là au mois d'août avec nous, mais qui avait peut-être déjà anticipé la deuxième place, je ne sais pas, et qui a surtout sans doute des aspirations pour la fin de saison. Non, sur la fin de saison, rien de révolutionnaire. Moi, l'été dernier, quand j'ai vu qu'on prenait Allegri, je me disais, bon, le top 4 est envisageable, il va avoir du boulot parce qu'il récupère quand même un vestiaire complètement à côté de ses pompes. Aujourd'hui, moi, je vais être aligné sur ce que pense le club, à mon avis, la direction du club. Si on fait un top 4 et qu'on retrouve avec des champions l'année prochaine, bah voilà, contrat rempli. Allegri aura ramassé les morceaux, recollé tout ça et aura réussi, en n'ayant qu'une compétition à jouer, à atteindre cet objectif. Néanmoins, je reste quand même supporter et quand je vois qu'on a été à plusieurs reprises premier, qu'aujourd'hui on est deuxième à un point, qu'on a un match en moins par rapport au quatrième, cinquième, sixième, etc. Bah, fatalement, moi je reste supporter et j'ai envie d'aller voir plus loin qu'un simple top 4 et effectivement aller chercher le titre. Surtout si nos adversaires directs, notamment l'Inter et le Napoli, continuent en Europe ou leur parcours dans d'autres compétitions, en tout cas, un peu plus loin que ce qu'on a pu le faire. Mais voilà, je suis pas convaincu parce qu'on a, certes, on n'a qu'une seule compétition, mais on a tellement de blessés à chaque fois et un mercato d'été qui n'a pas apporté grand-chose. Donc je reste pragmatique et je pense que si on est deux, troisième, ça sera déjà un très bon résultat par rapport à la situation d'où on vient en juin 2025. Aristide. Du coup, j'étais pas là à l'émission de début de saison, mais j'avais, enfin, dans ma tête, je m'étais pronostiqué qu'on terminerait
à la porte de la Ligue des Champions, donc 5e ou 6e. Bah, on est quand même bien mieux parti que ça, puisqu'on est quand même parti pour accrocher le top 4. Pour ma part, je pense que je répète un peu ce que j'ai dit et ce qu'on s'est dit en off avec Feli, mais je pense sincèrement que le titre, pour reprendre un peu ce dont parle Roland, le titre dépend principalement de la sous-performance de nos adversaires, que sont le Napoli et l'Inter, et de leur parcours européen, s'ils vont loin ou pas, plutôt que de nous. Parce que je pense qu'on est quand même inférieur en termes de jeu, en termes de qualité intrinsèque, d'équipe et personnel, par rapport à ces équipes, on est quand même inférieur à deux voire 3 équipes, je trouve, de Serie A. Donc c'est très bien ce qu'on fait là. Après, voilà, comme je l'ai dit au début d'émission, à 2 points près, on peut être aussi bien premier que 5 ou 6e, que 5e. Donc finalement, là, tout est très resserré. Mais le titre, j'y crois pas. Je pense que le top 4, ce sera très bien si on arrive à y aller. Et je pense que de toute façon, c'est l'objectif du club, hein. Personne n'a parlé de titre cette année. C'est vraiment de reconstruire les bases pour choper la Ligue des Champions. Après, voilà. Pour l'instant, je dirais pas qu'on surperforme, mais le fait qu'on est, comme j'ai dit, on joue qu'une seule compétition. On n'est pas dans l'Inter la plus écrasante, et j'en parlais à Feli, des 5 dernières saisons. Je trouve que cette Inter, franchement, est peut-être la moins bonne depuis 2020. Le Napoli est pas flamboyant. La Juve, enfin, c'est toujours très moyen. L'Atalanta, mine de rien, n'a plus de fond de jeu ou très peu de fond de jeu depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Donc, effectivement, le fait qu'on soit bon en Serie A, le fait qu'on soit bon en Serie A est aussi dû pour moi à une Serie A, et Feli en parlait à demi-mot, mais c'était un peu ça, un peu terne. Moi, je trouve d'un niveau peut-être moindre que les opus précédents, mais aussi du fait qu'on n'est qu'une compétition. Donc le top 4 sera déjà très bien. Si on peut faire mieux, tant mieux, mais ne comptons pas là-dessus, ça dépend pas de nous, j'ai envie de dire presque. Feli est-il plus optimiste? Non, pas plus que ce qu'ont dit Aristide et Roland. Moi, je nous vois faire une deuxième partie de saison un peu similaire à celle qu'on a fait jusqu'à là, c'est-à-dire qu'il y a des matchs qu'on va remporter, on va gagner contre des gros, ça va continuer à nous arriver, mais on va toujours perdre des points par-ci par-là, des matchs nuls évitables qu'on va continuer à faire. Et effectivement, comme l'a très bien souligné Aristide, ce qui fait que quand on va arriver en mai, ça va entièrement dépendre de nos concurrents. Si eux aussi font un parcours similaire au nôtre, on aura nos chances pour le titre. Sinon, s'ils retrouvent plus de continuité, dans ce cas-là, ça va être compliqué. Donc, ça dépend de nos concurrents, ça dépend, comme l'a très justement dit Aristide, de leur parcours, parce qu'effectivement, on le sait, et ça a beaucoup coûté à l'Inter la saison dernière, le parcours en Ligue des Champions prend beaucoup de place. Et ce qui fait que certaines équipes sont avantagées, comme nous cette saison, comme Naples l'année dernière. Donc on verra, et Allegri, finalement, on le dit très justement, c'est à partir du mois de février-mars qu'on se rend compte qu'on peut avoir une prévisualisation de ce que va être la fin de saison. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce titre-là? Est-ce qu'on va pouvoir jouer le top 4? Moi, je crois que j'avais prédit un top 3 de mémoire ou un top 4, je sais plus. Moi, j'étais assez confiant sur la Ligue des Champions parce que, tout simplement, Allegri n'a jamais loupé le top 4 sportivement. Et donc, voilà, moi, je suis en ligne avec ça et je pense pas qu'on a les armes pour lutter pour le titre, à moins d'un mercato hivernal exceptionnel, mais vu comment c'est parti, je pense pas. Je pense qu'on va combler quelques trous qui sont nécessaires, comme le buteur, Fulkrug qui est arrivé, comme un défenseur central qui pour moi est primordial. J'aimerais bien avoir sous le sapin un latéral pour suppléer Alexis Saelemaekers, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui fait un bon début de saison, mais qui malheureusement pour moi n'a pas de remplaçant, et on l'a vu quelques fois, lui aussi était quand même assez fatigué. Voilà, si on arrive à combler quelques trous, on aura plus de chance. Maintenant, je reste quand même sur mes gardes. Je connais un peu ce club aussi, je connais son fonctionnement, et puis je connais Allegri qui a tendance par moment à faire une deuxième partie de saison un peu plus poussive. Donc voilà, pour moi on restera sur un top 4 qui mine de rien ne sera pas non plus aisé, puisque Spalletti revient bien avec la Juve, qui lui non plus fait pas un jeu flamboyant, mais qui est extrêmement pragmatique. On est tous à un point quasiment, hein. L'Inter a un point devant nous, le Naples a un point derrière, Spalletti a 2, la Roma a 3. Alors certes on a un match en plus, mais c'est le match contre Côme, et c'est pas forcément un match, c'est pas forcément une victoire assurée. Donc voilà, comme je disais, moi je suis aligné avec ce que j'avais vu au mois d'août, c'est-à-dire un top 4. Bon, et ben, passons au mot de la fin, en commençant par les cartons publicitaires que va nous imposer la FIFA au mondial. Alors après le déracinement des clubs, après le naming des nouveaux stades, après l'expansion des sponsors sur les maillots, après les prolongations de 20 minutes imposées par la VAR, après le projet Super League qui finira par voir le jour, voici donc les cartons publicitaires
pudiquement appelées pauses fraîcheurs, qui vont, comme la VAR, casser le rythme de tous les matchs et entamer le plaisir des téléspectateurs et notamment de tous ceux très nombreux qui ne s'intéressent qu'au football des nations malgré la baisse du niveau orchestrée par les dirigeants de club. C'est une nouvelle régression, comme toujours présentée comme un progrès, pour tout le monde, sauf pour les supporters. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais surtout n'hésitez pas à prendre la parole, parce que moi j'ai appris ça assez récemment, et je dois dire que ça m'a sidéré d'apprendre qu'on allait encore nous balancer des publicités à fond la caisse, et encore une fois, je le répète, casser le rythme des matchs. Effectivement, je te rejoins, déjà qu'on a avec l'introduction de la VAR, même si elle corrige selon moi pas mal de choses, on a quand même des matchs qui sont saccadés avec des interruptions de plusieurs minutes. Parfois ça peut durer 5-7 minutes avant une décision et ça peut arriver, 1 ou 2 fois par match. Là, on arrive effectivement avec ces pauses en plus, ce qui fait l'intensité d'un match quand même, ce pourquoi on vibre devant un événement sportif, hein, que ce soit du football ou autre. C'est quand même, la continuité de l'intensité et de l'effort et je trouve que là, en fait, on va briser, en fait, je pense que ces cartons vont nous sortir du match, et même vont sortir pas que nous, même les joueurs, tu vois? Les joueurs qui sont en train de livrer un sacré effort avec une intensité qui monte, et ben, on va se retrouver avec quelque chose qui retombe comme un soufflet. Il faudra remettre un peu le pied à l'étrier à chaque fois, toutes les 15-20 minutes et je trouve ça terrible pour le soir parce que je pense vraiment que, aussi bien les téléspectateurs, mais même en termes de qualité de jeu, on va vraiment on va pas dans le progrès avec cette décision donc je pense que sportivement, ça va être catastrophique à avoir dans le ressenti, ouais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais adhéré au rugby, que je respecte infiniment bien sûr, c'est qu'il y a trop de touches, de mêlées, etc. Le jeu est tout le temps arrêté au rugby ou presque. Au foot, on avait au moins un peu de fluidité, hein, même si la VAR est venue saccager tout ça. Et c'est vrai que là, ça devient excessif, quoi. Mais enfin, Roland, je crois, veut s'exprimer sur cette question également. Oui, ça va dans le sens de ce qu'on voit depuis plusieurs années. N'oubliez pas non plus la période post-Covid où l'UEFA avait aménagé de manière soi-disant temporaire les changements avec 5 possibilités de changement par équipe. Ça devait être du provisoire, ça devait être du temporaire. Et regardez ce qu'il en est aujourd'hui, 4 ans plus tard, nous travaillons toujours avec ces 5 changements C'est l'effet qui, cliquet, Roland. C'est toujours annoncé comme provisoire, temporaire, et ça finit toujours par durer. effectivement. Et dans ce sens-là, tu as déjà aussi, dans ton intervention, évoqué la Super League qui est morte pour mieux renaître, à mon avis, d'ici quelques temps. J'avais aussi envie de parler, moi, du match qui devait être délocalisé en Australie, du match Milan-Com prévu début février, lorsque Milan accueillera les Jeux Olympiques d'hiver. Notamment, je crois que ce match-là devait tomber le week-end de la cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu à Saint-Siro, je ne sais quoi. La Ligue avec le soutien, la Ligue italienne avec le soutien de l'AC Milan et de la direction aussi du club de Com avait poussé pour jouer le match prévu à San Siro en Australie, à Perth. Ce qui devait avoir lieu. La FIFA avait soi-disant donné son aval à contre-cœur de manière très exceptionnelle pour faire jouer ce match du championnat national italien à l'étranger, à l'autre bout du monde, dans une stratégie de développement du football sur place. Pour la Ligue italienne, une stratégie de développement du football italien sur place, etc. Bon, tout ça est tombé à l'eau, je ne sais plus pour quelle raison, mais finalement, il a été annoncé que ça n'aurait pas lieu. Mais préparez-vous, préparez-vous. Ce n'est qu'un rendez-vous manqué et ça viendra bien évidemment par la suite. Moi, ce qui m'a rassuré dans cette histoire-là, c'est globalement de voir la levée de bouclier des ultras du Milan, des ultras de Com, mais aussi et surtout dans à peu près tous les stades de Serie A. Il y a quelques semaines, quand ce projet-là a été sorti, euh, je crois que toutes les courvées des stades de Serie A avaient mis une banderole à ce sujet et, euh, et aucune n'était en faveur, bien évidemment, de ce genre de choses, puisque, mais le Milan en est un très bon exemple, on oublie qu'un club, c'est d'abord un enracinement local, un soutien local et des gens qui vont au stade sur place. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce match contre Com n'aura pas lieu en Australie, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera autre chose. Peut-être que dans 2 ans, ça sera
2 matchs délocalisés à l'étranger, surtout si on continue avec Pulisic, pourquoi pas aller aux États-Unis, sachant qu'en plus cette direction est américaine. Voilà. Tout cela ne fait que commencer, donc préparez-vous à devoir regarder des matchs de Serie A du Milan avec un peu de décalage horaire. Comme la Coupe du Monde. Mais, et c'est marrant parce que tu vois, je regardais un match de Chelsea il y a quelques jours contre Newcastle, je crois. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur l'expansion des sponsors sur les maillots. C'est vrai qu'on avait l'habitude quand on était gamin d'une ligne au niveau du ventre et de la poitrine, et maintenant il y en a deux, trois, etc. Et le plus beau maillot que j'ai vu cette année, c'est le maillot de Chelsea, qui n'a aucun sponsor. Alors je crois qu'il y a eu un conflit, etc. en début de saison, j'ai pas trop suivi les... C'est par défaut qu'ils n'ont pas de sponsor, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça tellement beau de voir une équipe sans sponsor. Je crois que la Roma jouait sans sponsor il y a quelques années, Barcelone aussi. Et il fut un temps, les finales de Ligue des Champions se jouaient sans sponsor. Et j'aurais nettement plus envie d'acheter un maillot sans sponsor qu'un maillot avec sponsor, mais c'est une opinion très personnelle. Je vais donner la parole à Feli pour son mot de la fin. Mot de la fin plus positif. D'abord, je suis très content de vous avoir retrouvé cet après-midi, Aristide, Roland et MJ, avec qui on partage, on débat sur Milan depuis des années maintenant, et c'est toujours un plaisir Et de vous réciproquement. retrouver. Merci beaucoup. Et deuxième chose, cette année 2026 devrait être marquée par un changement dans la direction du club, puisque c'est Matteo Moretto qui en a parlé, qui est un des journalistes les plus informés et les plus fiables sur ce sujet-là, sur le sujet de Milan tout court, qui a dit que 2026, la direction devrait changer. Quand je dis la direction, c'est la propriété plutôt, hein. Alors, soit c'est Elliott qui devrait sortir du club, puisque les parts, vous savez que Redbird doit toujours une partie des sous à Elliott, hein, puisqu'ils ont emprunté à l'ancien propriétaire pour acheter le club. Et donc cette année devrait être marquée par la fin d'Elliott, et donc possiblement la fin de Forlani, hein, parce qu'on sait que Forlani, c'est un ancien membre du fonds Elliott, hein, qui a été placé par le fonds Elliott quelque part comme une garantie pour être sûr que Cardinale rembourse bien ce qu'il doit à Elliott. Et cette année, en tout cas, ça devrait être la fin d'Elliott. Est-ce que ce sera la fin de Forlani? On ne sait pas. C'est possiblement aussi la fin de Cardinale, parce que ce n'est pas exclu que Redbird vend toutes les parts du club. Donc on verra. Mais en tout cas, est-ce que ça présage des bonnes choses? Je ne sais pas. Mais ça, en tout cas, si pour moi il y a des parts de Forlani, ça ne peut être que positif, parce qu'on sait que c'est souvent lui qui ternissait un peu l'ambition du club. On sait que c'est lui aussi en partie qui est lié au départ de Maldini. Donc c'est des choses qu'on ne peut que souhaiter. Et en 2026, ma grande espérance, et je pense que c'était ma grande espérance en 2025, c'est bien sûr le retour de Maldini et possiblement celui de Tonali, parce que même si on est deuxième de Serie A, et même si cette partie de saison n'est pas inintéressante sportivement sur les résultats, on manque toujours un peu de Milanismo, et on a toujours envie de se rattacher un peu plus à ce club-là, et je trouve qu'on manque un peu toujours de ça, même si certains joueurs le font, comme Gabbia, voilà, qui représente un peu le club, mais ça manque de Maldini, ça manque de Tonali, et donc voilà, c'est mon plus grand souhait en 2026, c'est retrouver un peu cet esprit qui nous manque depuis quelques années maintenant. Ouais, Tonali aujourd'hui, ça doit être assez cher. Il va vraiment falloir changer de direction et d'actionnaire pour pouvoir acheter Tonali, parce que j'ose pas imaginer le prix que demandera Newcastle. Tonali qui est toujours excellent à Newcastle d'ailleurs. Alors avant de rendre l'antenne, je voudrais signaler que 2 ans après avoir remporté le championnat d'Europe U17, l'Italie a fini 3e de la dernière édition, éliminée au tir au but par le Portugal qui l'a emporté 3-0 contre la France en finale. Et d'ailleurs cette même équipe d'Italie U17 a finalement également fini 3e au mondial il y a un mois. Donc une nouvelle fois on constate que les jeunes Italiens sont talentueux mais que les clubs n'en font rien. Et c'est vrai que chaque année je fais le bilan des titularisation des champions d'Europe U19 2023 et des vice-champions du monde U20 2023, et chaque année, j'observe que la plupart ne jouent pas ou pas assez, et in fine, c'est l'équipe première qui en paye le prix. On ne sait pas encore si l'Italie pourra se qualifier au mondial, ce sera pas facile du tout, et c'est à méditer, je crois. Nous nous retrouverons quoi qu'il arrive fin mai pour le bilan de la saison, et si tout va bien en juin, si tout va bien, je dis bien, pour la Coupe du Monde. Meilleurs vœux à tous, salut! Ciao. Ciao.